Bon, le titre qui était annoncé, le rôle méconnu des cultures humaines dans l'émergence de la subjectivité, il appelle quand même quelques explications que je vais m'empresser de vous fournir. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça? Eh bien, parce que les connaissances dont on dispose aujourd'hui dans ce domaine de l'émergence des cultures humaines vont à l'encontre de la croyance que nous avons spontanément au sujet de la conscience de soi. Et parce que ces connaissances, elles ont, ou en tout cas elles auront, des conséquences majeures pour le progrès des sciences humaines. Enfin, c'est ce que je pense, bien entendu, hein, pas obligé de me croire. Alors, de quelle croyance, de quelle fausse évidence s'agit-il? En deux mots, la croyance que le fait d'avoir conscience de soi équivaut à la certitude que l'on existe. J'imagine que vous pensez déjà au fameux cogito de Descartes, qui effectivement illustre tout à fait cette conviction. Ah oui, c'est le... Et cette conviction, elle reste largement partagée par les chercheurs en sciences humaines. Et donc, dès lors qu'une recherche se fonde sur une fausse évidence, bien évidemment, cette fausse évidence constitue un obstacle qui empêche la recherche d'avancer. Je dis que cette conviction spontanée, elle reste largement partagée par les chercheurs en sciences humaines, parce que j'ai souvent essayé d'intéresser des collègues universitaires à cette question du sentiment d'exister, en général sans succès. Pas toujours, hein, mais dans la plupart des cas sans succès. Ça leur... oui, bon, ils disaient oui, bien sûr, c'est évident, mais bon. En revanche, des gens qui ne sont pas universitaires sont souvent très sensibles à cette question du sentiment d'exister. Bon, c'est un fait intéressant. Alors, évidemment, l'histoire des sciences nous montre pas mal d'exemples comme ça, de fausses évidences qu'il a fallu dépasser pour progresser. La première, c'est l'évidence que le soleil se lève et que le soleil se couche. Ou alors, dans le domaine biologique, l'évidence qu'il existe différentes espèces de vivants, que chacune donc aurait son essence propre, qu'il a fallu que Darwin dépasse. Ou encore l'évidence que chaque organe ayant sa fonction, les vivants répondent à un dessein. Là aussi, voilà. Bon. Donc, tant que la physique et la biologie n'ont pas mis en question ces soi-disant évidences, leurs progrès ont été entravés. Ce qui s'oppose à ce que ce genre de croyance soit mis en question, c'est évidemment le manque de connaissances, mais c'est aussi le fait que, d'une manière générale, les illusions nous plaisent davantage que la réalité. Par exemple, le fait de penser que la Terre est quelque chose de tout à fait stable, à quoi on peut se fier, et qui donc est immobile, c'est quand même plus plaisant que de se dire c'est simplement un astre qui se balade dans l'espace. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. C'est la même chose pour l'apport de Darwin, qui était reçu comme déplaisant, évidemment, à son époque. Bon, eh bien, il en va de même pour ce que je considère être une croyance préscientifique persistante au cœur des sciences humaines. Premièrement, lorsque nous marchons, nous n'avons pas conscience de tous les mécanismes physiologiques et neurologiques qui entrent nécessairement en jeu. Autrement dit, nous avons conscience de marcher et nous pensons que c'est naturel. Les enfants, ils se mettent à courir tout naturellement. Ils ne sont pas en train de se dire « oui, alors j'ai des muscles qui fonctionnent, j'ai des nerfs qui coordonnent, etc. » Bon, donc, dans le fond, pour vivre, il y a un certain degré d'ignorance qui est impliqué. Et donc, de même, lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous reprenons conscience, mais pour autant, nous n'avons pas conscience de tout ce qui fait que nous nous sentons exister et que nous nous sentons vivre. Nous pouvons donc croire que le simple fait d'être conscient suffit à nous procurer ce sentiment rassurant. Donc, vous voyez,
c'est peut-être une fausse évidence, mais en même temps, il n'est pas étonnant qu'on ait cette fausse évidence. Et deuxièmement, une autre raison qui nous amène à entretenir cette croyance, c'est qu'il est beaucoup plus agréable de penser que nous ne devons qu'à nous-mêmes le sentiment que nous existons, plutôt que de reconnaître que ce sentiment dépend de conditions qui elles-mêmes ne dépendent pas de nous et que par conséquent nous ne maîtrisons pas. Donc c'est beaucoup plus flatteur évidemment de penser que voilà, je suis conscient, donc j'ai le sentiment d'exister. Ben, voilà, c'est quand même c'est plus plaisant. Alors ce ne sont pas seulement ces évidences spontanées qui ont encouragé cette croyance, car en fait, dans le monde occidental, les traditions religieuses et philosophiques ont également joué un rôle. Non seulement elles n'ont pas combattu la fausse évidence dont je parle, mais elles l'ont fortement encouragée. Il y a un écart énorme, par exemple, entre notre tradition occidentale, religieuse et philosophique, et l'école bouddhiste à laquelle Francisco Varela s'est intéressé, l'école de Nagarjuna, qui va complètement à l'encontre de tout ça, puisque dans la pensée de Nagarjuna, l'existence se produit à la rencontre des phénomènes et du sujet percevant. Et ça plaisait à Varela parce que Varela s'est intéressé à la vision et souligne le fait que le monde visible ne résulte ni directement des rayons lumineux, ni seulement de l'œil, mais de la rencontre des deux. Parce que les longueurs d'onde des photons en elles-mêmes ne créent pas un monde visible. Il faut qu'il y ait un œil pour ça. Bon, donc c'est la rencontre entre les deux qui fait que le monde existe. Donc du coup, Varela a été intéressé par donc une ontologie tout à fait différente de celle à laquelle nous sommes habitués en Occident. On va voir plus loin que quel intérêt ça présente. Alors, puisque je vous ai dit que c'était la tradition religieuse et philosophique qui encourageait cette croyance, rapidement, je résume quelques jalons, évidemment, à commencer par le platonisme, qui a soutenu l'idée que alors il y a plusieurs niveaux dans l'âme, et le niveau supérieur, c'est la partie pensante. La partie pensante, elle est d'origine divine. Par conséquent, elle n'est pas sujette aux mêmes aléas que les autres parties de l'âme qui en fait font vivre le corps. C'est-à-dire les impulsions et les pulsions du corps, évidemment d'une origine tout à fait corporelle. Alors vous savez, pour Platon, il y a vraiment un dualisme. Bon, vous connaissez ça. Donc du coup, en tant que nous pensons et que nous sommes conscients de penser, on appartient en quelque sorte à un autre monde que le monde du devenir. Et ça a été repris évidemment par le christianisme, notamment à travers l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors ça c'est très présent chez saint Augustin, et saint Augustin va donner une première formulation du cogito que Descartes va reprendre ensuite, ce qui fait d'ailleurs que quand Descartes a sorti son cogito dans les méditations, il y a des gens qui lui ont dit, mais enfin, Descartes, là, ça c'était déjà chez saint Augustin quand même. Alors Descartes dit oui, bon, enfin, voilà, je n'ai pas lu, mais enfin, les grands esprits se rencontrent, enfin, voilà. Parce que Descartes, il n'avait pas très envie de reconnaître des dettes à l'égard de la tradition. Voilà. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, ça veut dire que
et ça c'est très précisé chez Augustin, la notitia eius, la connaissance de soi, Dieu, il a la connaissance de soi, l'amour de soi et le souvenir de soi. Et l'âme humaine est forgée selon la même structure, et par conséquent, le sentiment d'exister, il est donné d'emblée, si vous voulez. Il est donné d'emblée, il y a une garantie. Hein, voilà. Bon, alors, cette idée va réapparaître sous une autre forme au XIe siècle. Enfin, il y a plusieurs jalons, certainement, que je ne mentionne pas et sans doute que je ne connais pas non plus. Mais chez un philosophe persan qui s'appelle Avicenne, au XIe siècle, vous retrouvez cette idée qui est formulée d'une manière tout à fait différente. Avicenne propose une expérience de pensée. Il nous dit, imaginez-vous que vous n'avez plus aucune perception, c'est-à-dire votre corps flotte, il ne repose sur rien, vos yeux sont fermés, vous n'entendez aucun son, voilà, vous n'avez plus aucune sensation qui vienne du corps, et pourtant, vous continuerez à sentir que vous existez. C'est-à-dire l'intériorité est la source nécessaire et suffisante du sentiment d'exister. Alors bien sûr, Avicenne ne pouvait pas savoir que même si on ne reçoit aucune perception du monde extérieur, eh bien, néanmoins, on ressent quelque chose. C'est-à-dire que si vous mettez un type en apesanteur, eh bien, il va ressentir quelque chose, et même quelque chose de très fort, qu'on appelle le mal de l'espace. C'est-à-dire que dans l'oreille interne, les otolithes n'ont plus le sens ne sont plus guidés par la pesanteur, par la gravité. Et donc, ça produit une impression tout à fait déplaisante. Donc, vous voyez, même si vous flottez et vous ne recevez aucune sensation, en fait, votre corps ne peut pas se soutenir indépendamment du lieu auquel il est rattaché, c'est-à-dire en l'occurrence la Terre et donc la gravité qui est liée. Bon. Vous avez au siècle suivant, au XIIe siècle, alors un philosophe arabe qui a écrit un texte tout à fait intéressant et tout à fait original, très extraordinaire, dans lequel c'est un texte qui se présente comme une histoire, comme un récit. En le fond, c'est le seul texte dans l'histoire de la philosophie, avec les méditations de Descartes, qui soit un récit. Un récit dont les étapes nous font progresser dans la pensée. Le récit en question, c'est un bébé se trouve jeté sur une île déserte, et ce bébé va être nourri par une chèvre, ou je ne sais plus quel animal, et Ibn Tufayl nous raconte les progrès de cet enfant. Ibn Tufayl, il vient de l'autre bout du monde arabe, pas du côté de la Perse, mais du côté du Maroc et de l'Andalousie. Et donc, ce bébé va peu à peu développer la conscience de ce qui l'entoure et se livrer à des réflexions philosophiques. Et il va construire la connaissance à partir de lui tout seul. Et sans aucun langage. Il pense, mais il pense sans langage. Et il va se passer des années avant qu'il rencontre un autre être humain qui aura échoué sur l'île. À ce moment-là, il va apprendre à parler auprès de l'autre et puis il va lui communiquer ses pensées par le moyen du langage. Mais vous voyez, donc vous avez l'idée d'une autogénération de soi par soi, en quelque sorte, qui est un fantasme très plaisant, évidemment, et auquel Ibn Tufayl, alors, est-ce qu'il y croyait vraiment pas, je ne pense pas qu'il y croyait à 100%, puisque lui-même reconnaît qu'il a des dettes à l'égard des philosophes antérieurs. Donc il ne croit pas que tout part de lui, vous voyez. Alors je reviens dans le monde chrétien avec Thomas d'Aquin, et Thomas d'Aquin a cette formule « Nullus potest cogitare se non esse ». Personne ne peut penser qu'il n'existe pas. Parce que si vous pensez, forcément, vous avez la certitude que vous existez. Donc,
Personne ne peut penser qu'il n'existe pas. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, au XVIe siècle, vous aurez un érudit qui s'appelle Charles de Beauvel et qui va, lui, fantasmer sur l'œil qui se voit lui-même. La conscience, c'est comme un œil qui se voit lui-même. Donc là aussi, il y a une certitude d'être qui est acquise. Et évidemment, je termine la série par Descartes, que vous connaissez évidemment mieux certainement, qui lui aussi relie la certitude d'exister à la conscience. Alors, est-ce que ces convictions qui sont exprimées, vous voyez, de siècle en siècle, depuis presque 2500 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle, et la croyance n'ayant pas encore disparu aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce que ces convictions sont confirmées par les observations empiriques? Non. 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 La phrase de Thomas d'Aquin « Personne ne peut penser qu'il n'existe pas ». Mais si, vous trouvez des gens qui vous disent « Je n'existe pas ». Par exemple, Althusser, dans son autobiographie, écrit « Je n'existe pas ». Et c'est quelque chose, le sentiment de ne pas exister est un sentiment qui est éprouvé d'une manière dramatique par des psychotiques, mais qui est éprouvé d'une manière relative, disons, par plus ou moins n'importe qui. Un peu à certains moments de notre vie, on peut éprouver le sentiment que, disons qu'on existe trop peu, qu'on existe insuffisamment. Vous avez une chanson de... Comment il s'appelle, ce chanteur algérien? Il croise une fille et elle passe sans le voir et il dit « comme si j'existais pas ». Comme si j'existais pas. Donc il y a un sentiment très commun, en fait, que le fait de se sentir exister, ça a des hauts et des bas. Ça a des hauts et des bas. Donc... alors, ça ne doit pas nous... La discordance, si vous voulez, entre les croyances que j'ai évoquées à l'instant et puis les observations empiriques qui, en fait, ne les confirment absolument pas, cette discordance, elle ne doit pas nous étonner parce que ces convictions, elles étaient justifiées par la croyance que l'être humain a le privilège d'être conscient de lui-même par nature, indépendamment de toute vie sociale. Indépendamment aussi de ce que nous entendons aujourd'hui par culture, qui est un concept qui n'existait pas, évidemment, dans les siècles passés, puisqu'il s'est imposé en anthropologie sociale qu'au cours du XXe siècle. Donc, évidemment, si c'est Dieu qui vous a créé, et bon, Adam et Ève, voilà, ils ont été créés par Dieu, donc ils sortent des mains de Dieu, ils sont dans la plénitude de leurs moyens, parfaitement conscients d'eux-mêmes. C'est après qu'ils vont au contraire se dégrader, mais à l'origine, ils sont faits à l'image de Dieu, donc évidemment, ils sont conscients d'eux-mêmes et ils ont le sentiment d'exister. Voilà. Et alors, il y aura des auteurs au XVIIe siècle, dont Buffon, par exemple, qui vont se plaire à imaginer comme ça le premier homme qui ouvre les yeux, il est émerveillé, voilà, quelle plénitude, voilà, vous voyez, bon. Donc, je vais, à la suite de cette introduction, je vais vous proposer quelques éclaircissements sur les notions de culture, de nature et de société, puisque ce sont des mots qui sont d'un emploi courant et nous n'avons pas toujours conscience des préconceptions qui sont attachées à ces termes-là. Donc je vais apporter ces quelques éclaircissements, après quoi je vous parlerai, conformément à ce qui était annoncé dans le titre, de l'émergence, pas seulement de la conscience, mais du sentiment d'exister, et du rôle de la culture dans ce domaine. Bon. Alors, quelques petits éclaircissements sur les termes de société, nature, culture.
jusqu'au milieu du siècle dernier, les deux expressions origine de la société, origine de la culture étaient souvent employées indifféremment. Parce qu'il semblait qu'à l'état sauvage, les animaux n'avaient ni vie sociale ni culture, alors que les humains ont à la fois vie sociale et culture. On admettait que les abeilles et les fourmis forment des sociétés. Ça, c'est un thème qui est pas mal développé au XIXe siècle. Mais on pensait encore, même au XXe siècle, que les mammifères menaient une vie solitaire ou bien une vie grégaire. On employait le terme de troupeau, de horde. Donc on ne prêtait pas une vraie vie sociale aux mammifères. Il était également beaucoup question au XIXe siècle des sauvages. Il y avait les sauvages et les civilisés. Sous la plume de Darwin et d'autres, beaucoup d'autres, c'était les termes qu'on utilisait au XIXe siècle, même encore au XXe, début du XXe. Il y avait les sauvages, puis il y avait les civilisés. Évidemment, civilisés, c'est nous. C'est nous. Donc des êtres humains, oui, mais auxquels manquait, pensait-on, la civilisation et que par conséquent ne formaient pas de véritable société. Alors évidemment, aujourd'hui, ça a changé parce qu'on sait que ces supposés sauvages, en fait, vivent en société, tout à fait comme nous, et qu'ils ont une culture également, même si elle est très différente de la nôtre. Bon. Un acquis plus récent, parce que dans le fond, c'est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle que la primatologie a fait des progrès, d'abord grâce aux Japonais, parce que les primatologues japonais, quand ils regardaient les singes, ils les regardaient avec beaucoup de sympathie, parce que la culture japonaise, elle n'est pas aussi dualiste que la culture occidentale. Donc, quand les Japonais voient des singes, ils voient des êtres vivants dont ils pensent qu'ils leur ressemblent. Alors, on pourrait dire, c'est un préjugé. Oui, mais en l'occurrence, ce préjugé leur a permis d'observer, les a incités à observer avec plus d'attention. Et donc, en observant des chimpanzés, s'habituer à identifier qui est qui. Ils n'ont pas tous la même tête, ils n'ont pas tous le même comportement. Donc, à partir du moment où ils ont identifié les différents membres d'un groupe de chimpanzés, ils ont observé ensuite que chacun se comportait d'une certaine manière avec tel individu, d'une autre manière avec tel autre. Avec les uns, il avait des bons rapports, avec d'autres, il se tapait dessus, et ainsi de suite. Et donc, peu à peu, c'est une véritable vie sociale que les primatologues ont été amenés à décrire. Et maintenant que vous avez, depuis un certain nombre d'années, vous avez les livres de France Deval qui sont traduits en français. Donc lui, il vous explique très bien tout ça. Vous voyez, mais dans les années 50, on était encore loin de... il y avait que les Japonais qui étaient vraiment des pionniers. Voilà. On sait aussi d'ailleurs qu'il y a des animaux sociaux. Il n'y a pas que les chimpanzés. Par exemple, les loups, pour les gens qui s'intéressent aux loups, alors ils ont été moins étudiés que les chimpanzés, mais quand même, plus on les étudie, plus on voit qu'ils ont des rapports sociaux assez élaborés. Bon. Donc, ça c'est très important parce que pendant des siècles, on distinguait entre état de nature et état social. Toutes les théories à l'origine qui sont à l'origine en fait de la République, c'est-à-dire l'idée de contrat social, et qui combattent la royauté de droit divin, etc. Bon, donc une longue histoire qui s'est étalée pendant des siècles en Europe. Eh bien, elle impliquait une espèce de récit qu'on se faisait. Les hommes à l'état de nature, à l'état de nature, ils sont indépendants les uns des autres, ils ne vivent pas en société. Puis un jour, ils se disent « Ah, tiens, on pourrait s'organiser entre nous, ça serait plus commode, etc. » Et donc, les êtres humains créent une société. Alors là, ce récit, il est complètement fichu par terre aujourd'hui, puisque les chimpanzés ont une vie sociale. L'état de nature de l'être humain, c'est forcément aussi l'homo sapiens. Il a toujours été social, et même c'est parce qu'il a toujours eu une vie sociale qu'il est devenu un être humain. Parce que comment est-ce que le langage aurait pu naître s'il n'y avait pas eu une vie sociale qui incitait à des échanges?
Et donc ça, c'est en fait dans les dernières décennies du XXe siècle que les chercheurs ont vraiment pris en compte cette révolution. Donc la question, quelle est l'origine de la société? C'est une question qui a préoccupé les meilleurs esprits pendant des siècles. Aujourd'hui, elle ne se pose plus du tout. Elle ne se pose plus du tout. Mais il y a une question qui demeure, qui est quelle est l'origine de la culture? Quand je dis que j'emploie le terme de culture, je précise, il ne s'agit évidemment pas ici de la seule culture des gens cultivés, mais la culture au sens le plus large, c'est-à-dire tout ce qui se transmet d'une génération à la suivante, non par les gènes, mais par apprentissage, imitation, immersion des individus dans un même milieu. Bon, d'où la fameuse distinction entre nature et culture, omniprésente chez les anthropologues du XXe siècle, notamment chez Lévi-Strauss, sur laquelle je reviendrai. Bon. Oui, je fais un petit retour en arrière. Au XVIIe siècle, Pascal, comme beaucoup de gens autour de lui, partageait la conviction que l'être humain, il est pensant par nature. Hein, c'est comme Ibn Tofeil qu'il imagine un personnage qui pense sans langage, il pense par nature. L'idée qui était liée à ça, c'est que Dieu a créé l'homme et l'homme a créé la société. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu et les hommes, à un moment donné, s'organisent et créent la société. Donc, la société est une création humaine. C'est ce qui amenait Hobbes, c'est assez rigolo ça, que Hobbes, il était convaincu que les sciences de l'homme allaient se développer d'une manière beaucoup plus rigoureuse que les sciences de la nature. Pourquoi? Parce que si c'est nous qui avons créé la société, on doit pouvoir montrer comment on l'a fait. Il dit par exemple, vous voyez, la notion de divorce, la notion de divorce, c'est pas difficile, c'est nous qui avons créé l'institution du divorce, donc on peut très bien définir ce que c'est. Et donc on peut en fait comprendre tous les rouages de la société, puisque c'est nous qui les avons mis en place. Alors que les rouages de la nature, c'est Dieu qui les a fait, alors là, mystère et boule de gomme, c'est beaucoup plus difficile. Oui. C'est assez marrant parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les sciences de la nature ont progressé de manière extraordinaire, alors que les sciences de l'homme, elles traînent derrière. Voilà. Bon. Encore quelques précisions. Oui, au XIXe siècle, il faut quand même que j'indique ça, en réaction à la Révolution française, la Révolution française, ça a été vécu par beaucoup de gens comme, voilà, c'est la fin du lien social. Parce que le lien social, c'était la religion, la royauté, etc., qui garantissaient ce lien. Alors maintenant, contrat social, c'est pas suffisant pour fonder un véritable lien, il faut une tradition, etc. Enfin bon, vous savez, il y a toute une série d'auteurs qui se disent la société va s'atomiser et donc qui réagissent contre l'individualisme. Les auteurs, même Tocqueville et d'autres auteurs de l'époque réagissent contre l'individualisme, ça les inquiète. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que ce soit des auteurs qui sont opposés à l'individualisme, en fait, ils ont intégré la conception occidentale de l'individu, ils ont intégré le récit suivant lequel les hommes vivaient à l'origine séparément, et donc ils existaient, chacun pouvait exister à soi tout seul, et se sont associés dans un deuxième temps seulement. Oui, donc la société au XIXe siècle et encore au XXe, la société est vue comme extérieure à l'individu, donc essentiellement contraignante. C'est très net chez Freud, mais Freud ne fait que reprendre ce qui est dans l'air du temps. Quand il dit ça, il n'est pas du tout original. Il dit oui, la société c'est quand même très contraignant, donc c'est normal qu'on ait du mal à accepter que
la libido se rebiffe, etc. Bon. Alors, au XIXe siècle, soit cette contrainte, elle est considérée comme excessive et donc il s'agit de s'en affranchir. Alors c'est tout l'idée d'émancipation qui va se développer au XIXe siècle. Mais aussi, à l'inverse, vous avez l'idée, en particulier chez Durkheim, que ces contraintes, elles sont nécessaires pour que justement la société ne tombe pas en miettes, que les individus ne s'atomisent pas, qu'ils restent reliés. Et donc les individus doivent s'identifier à la société. Alors Durkheim, il revient beaucoup là-dessus. C'est une hantise qui est à l'origine, en fait, qui était l'une des origines de la sociologie. Cette hantise de comment conjurer l'atomisation de la société. Alors aujourd'hui, on ne voit plus tout à fait les choses comme ça. Je vais terminer mes petites mises au point là-dessus. On ne voit plus tout à fait les choses comme ça. Bien sûr, il y a des aspects contraignants dans la société, mais la société n'est pas seulement quelque chose qui est extérieur aux individus, elle est aussi quelque chose qui est constitutive de notre personne même. Ça, c'est la psychologie du développement qui nous a permis de le comprendre. Donc, c'est une discipline qui se développe à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'étais lycéen, j'ai encore entendu mon prof de philo dire le nourrisson, c'est une pompe aspirante et refoulante. Alors voilà, faut le nourrir, faut changer le bébé, voilà. Bon, puis là, il pousse tout seul, quoi. L'idée qu'on avait des bébés, des enfants, encore dans les années 50, elle est immensément différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc vous avez toute une série d'auteurs qui, certains d'ailleurs à la suite de la guerre, des enfants qui ont été déplacés, les effets que ça a eu d'être séparés de leurs parents, etc. Ils ont réfléchi sur tout ça. Et là, donc, il y a vraiment un développement d'une nouvelle, toute une série de connaissances tout à fait passionnantes sur le développement des bébés et des enfants. Et une des conclusions une des conséquences de ces études, c'est que socialisation et individuation vont de pair. C'est-à-dire que le fait de s'intégrer à la société ne va pas à l'encontre du développement de l'individu, puisqu'au contraire, il faut se socialiser pour devenir un individu. Bon, chacun de nous, en tant que parent, dans la mesure où on s'est occupé d'un bébé, d'élever des enfants, on le sent, tout ça. On voit bien que le bébé, il devient quelqu'un, il s'individualise à la faveur des échanges qu'il entretient avec son entourage et à travers la socialisation que l'entourage lui apporte. Bon. Ce qui veut dire que donc, la vie sociale joue un rôle fondateur, pas seulement autour de nous, mais en nous. Bon, alors, ça c'était donc quelques petits éclaircissements sur ces notions, sur la notion de la distinction entre nature et culture. Bien sûr, un des points de repère importants, c'est Claude Lévi-Strauss. Alors Claude Lévi-Strauss, quand il aborde la question, pour lui, ce qui lui importe, c'est pas l'émergence de la culture, comment est-ce qu'elle a émergé, c'est pas une question qui le travaille vraiment. La question pour lui, c'est de bien distinguer conceptuellement nature et culture. Et il y revient plusieurs fois. Il ne semble pas que... peut-être que Lévi-Strauss a lu Darwin, mais en tout cas, s'il l'a lu, ça ne l'a pas tellement marqué. Vous voyez, il n'a pas été inspiré, en tout cas, par Darwin.
Donc de ce point de vue, aujourd'hui, les travaux sur les origines de la culture sont très différents de ce qu'on a pu lire chez Lévi-Strauss et d'autres anthropologues, parce que la conception évolutionnaire est au cœur des recherches actuelles, surtout dans le monde anglo-américain. Je prends un exemple. Il y a un livre qui a été publié l'année dernière aux États-Unis d'un certain Robert Boyd, qui est justement un paléoanthropologue inspiré par le darwinisme, un livre qui s'intitule A Different Kind of Animal. Évidemment, cette différente sorte d'animal, c'est l'homme. Et bon, vous avez toutes sortes de travaux comme ceux de Robert Boyd où on montre, l'image de la culture qui est développée, c'est celle d'une adaptation au monde, au milieu. Évidemment, c'est l'influence de Darwin est très, très présente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une espèce survit? C'est qu'elle s'adapte au milieu. Qu'est-ce qui fait que l'homme s'est adapté encore mieux que la plupart des autres animaux, puisqu'il peut vivre dans tous les milieux? Eh bien, c'est qu'en plus, il a la culture, en plus des autres animaux. Il a développé la culture. Donc la culture est vue comme quelque chose de pratique, technique de chasse, technique de pêche, moyen de se protéger du froid, usage du feu, etc. Et aussi coopération. Coopération, puisque les êtres humains ont des capacités de coopération incomparablement plus développées que celles des autres animaux. Donc c'est un des éléments de succès. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc on se focalise sur le rapport des hommes au milieu, sur le rapport aux choses. Et les relations humaines donc, sont pensées à travers le prisme de la coopération, donc en tant qu'elles ont une utilité. Et là, on peut voir une projection rétrospective de notre monde à nous sur le monde ancien, sur les premiers hommes. Parce que nous, on vit dans un monde où l'économie est censée être la base de la société, où c'est la référence majeure dans le discours politique et la gestion des sociétés. Et donc, du coup, on a comme ça un trait d'union entre, vous voyez, entre le darwinisme qui nous dit les espèces survivent pour autant qu'elles sont capables de s'adapter au milieu, les premiers hominiens eh bien, développent des outils, etc., et développent des capacités d'adaptation que d'autres animaux n'ont pas. Et puis nous, aujourd'hui, ben voilà, on a développé encore plus de techniques, et c'est ce qui fait qu'on est formidable, quoi. Bon, voilà. Alors vous avez tous les documentaires, vous avez pas mal de documentaires, enfin pas mal, on a un certain nombre de documentaires à la télévision, vous pouvez voir sur différentes chaînes, on a peut-être vu l'un d'eux, sur l'histoire de l'humanité. On vous dit, voilà, maintenant, on sait comment ça s'est passé, donc on vous explique voilà, toute l'histoire de l'humanité, depuis les singes jusqu'à nous. Et le fil conducteur, c'est évidemment toujours ce progrès technique, qu'on voit aussi dans 2001, Odyssée de l'espace, de Kubrick. Bon. Alors, c'est une vue, tout ça et c'est pas faux du tout. Hein, le livre de Robert Boyd dont je vous parlais, c'est un excellent bouquin. Hein, donc, je suis pas. Mon idée n'est pas de critiquer cette description, mais de vous souligner le fait que c'est une représentation d'une partie de la réalité.
En fait, pour penser et pour agir, nous devons nécessairement nous donner une représentation de la réalité et une représentation des critères pertinents, c'est-à-dire que nous devons rétrécir le champ. La réalité présente tellement d'aspects différents qu'on ne peut pas tous les prendre en compte à la fois. Donc on va forcément, pour pouvoir construire une pensée ou construire une action, on est obligé de se donner un cadre qui limite évidemment le nombre de facteurs pris en considération. Bon, c'est ce qui se passe dans cette vision du développement des techniques que je viens d'évoquer. Et la conséquence qui peut être fâcheuse, c'est que nous finissons par prendre pour la réalité ce qui n'est qu'une partie de la réalité. En l'occurrence, dans cette description plutôt utilitariste du développement de l'humanité et des cultures humaines, la conscience est perçue comme une capacité cognitive supérieure. Alors là, on fait appel aux neurosciences, évidemment. On dit, vous voyez, les neurosciences nous confirment que la conscience, c'est une capacité cognitive supérieure. Dans certains livres de vulgarisation des neurosciences, où j'ai trouvé cette formule. À quoi sert la conscience? À quoi sert la conscience? Ah ben, elle sert à être plus performant. Oui, c'est une capacité cognitive. Oui. Alors là, vous voyez, c'est une vision, je pense, partielle. Bon, c'est une vision partielle. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, même quand on abandonne l'idée que c'est Dieu qui a créé l'homme, et donc qu'il a une âme, et donc, puisqu'il a une âme, ben, il pense par lui-même, il n'y a pas besoin de la société pour ça. Même quand on abandonne cette représentation classique, il y a quelque chose qui subsiste et que les neurosciences ont tendance à recycler en quelque sorte, c'est l'idée qu'il y a quand même un noyau en nous qui nous permet d'être conscients, c'est le cerveau. Alors le cerveau produirait la conscience. Quand vous lisez les livres de Damasio, il est beaucoup comme ça, Damasio. Il est très bien et très intéressant, mais il essaie de décrire des circuits neurologiques qui feraient que finalement le cerveau produirait la conscience tout seul. Oui. C'est quand même marrant que Damasio, la psychologie du développement, ne joue aucun rôle dans ses ouvrages. C'est-à-dire le fait que quand même, quand un nouveau-né débarque dans ce monde, il faut qu'il soit pris en main par d'autres êtres humains qui sont déjà plus ou moins adultes. Bon, et que donc, pour qu'un cerveau s'active, il faut qu'il entre en interaction avec d'autres individus, eux-mêmes dont le cerveau est déjà en état de fonctionner. On n'a jamais vu un cerveau s'activer tout seul. Bon, alors donc, quand vous avez une description de la façon dont le cerveau produit la conscience et où on ne se réfère qu'au cerveau d'un individu, c'est quand même un parti pris tout à fait curieux. Et donc, si bien que d'ailleurs j'ai un de mes collègues qui a écrit un article sur la façon dont le cerveau était le successeur de l'âme. Autrefois, il y avait une substance à l'intérieur de nous, c'était l'âme. Maintenant, il y en a une autre. Bah, c'est le cerveau. Voilà. Donc, voilà une tendance forte donc, de la recherche sur le développement des cultures humaines. D'autant plus que qu'est-ce qu'on retrouve dans des restes des humains qui nous ont précédés? On retrouve des outils en pierre, hein, parce que tout ce qu'ils ont fait d'autre, on ne retrouve rien. Donc on retrouve des os fossilisés quand même, avec un peu de chance. Et puis on trouve des outils de pierre. Alors comment on trouve des outils de pierre? Ben, on dit, ben voilà, ils faisaient les outils. Donc
la culture, c'est le développement des techniques, et les techniques, c'est ce qui permet de s'adapter. Voilà, bon, donc on encourage comme ça, on alimente le récit dont je vous ai parlé. Bon, alors, tout ça remonte au livre de Darwin, L'origine des espèces, 1859. Toutes ces idées d'adaptation au milieu sont présentées. Mais Darwin, il a écrit un deuxième grand livre, 11 ans plus tard, en 1871, il publie La filiation de l'homme et la sélection sexuelle. Et ce livre, alors c'est un livre qui a eu beaucoup moins de succès que L'origine des espèces. Il a eu beaucoup moins de succès. Et la question de la sélection sexuelle, oui, sélection sexuelle, pour Darwin, il y a une distinction claire entre la sélection par les contraintes du milieu physique et la sélection sexuelle, parce que la sélection sexuelle, c'est la sélection d'un individu par un autre individu. Ce n'est pas une sélection par le milieu. Bon. Et Darwin passe beaucoup de temps, il consacre une partie très importante de son livre à préciser comment fonctionne la sélection sexuelle. Et un point important qu'il a très bien compris, c'est que les traits qui favorisent la reproduction ne sont pas des traits adaptatifs. Les plumes du coq de bruyère ne jouent pas un rôle adaptatif. Les plumes du coq de bruyère sont plus ou moins grandes, plus ou moins colorées, et donc les femelles sont plus ou moins ébahies et impressionnées par ces plumes. Et il en va de même pour toutes sortes d'éléments, de facteurs de la sélection sexuelle, donc des caractères sexuels secondaires. Et Darwin a bien compris qu'il peut y avoir quelque chose d'exubérant, du coup. La vie n'est pas assujettie aux mêmes contraintes, aux mêmes limites que pour l'adaptation au milieu physique. À la limite, n'importe quel trait, du moment que ça plaît aux femelles, enfin, dans le cas où c'est les mâles qui paradent pour s'attirer les faveurs des femelles, ce qui est le cas le plus fréquent quand même, eh bien, du moment que ça plaît aux femelles, eh bien, ça marche. Par exemple, vous avez à Bornéo ces singes qui ont quand même un physique très curieux, qu'on appelle les nasiques. Dans un album d'Hergé qui s'appelle OSS 117, je crois. Comment, vol 714. Ah oui, c'est ça, oui, vol 714 pour Sydney, oui. Voilà, c'est ça l'album. Et donc, on voit, alors il y a Rastapopoulos qui a un gros nez comme ça, et puis les nasiques, qui ont ce gros nez comme ça, un peu comme une aubergine, et qui font penser à Rastapopoulos. Eh bien, pourquoi ces nasiques ont un gros nez? Il n'y a aucune raison adaptative, il n'y a aucune fonction particulière de ce nez, sinon que, curieusement, plus un mâle a un nez impressionnant, plus les femelles sont ravies. Donc, voilà. Et donc, alors ça, c'est une piste qui est très intéressante si on veut comprendre des aspects du développement des cultures humaines que la perspective utilitariste n'explique pas. La perspective utilitariste ou adaptative n'explique pas tout. L'année dernière, j'ai publié un gros bouquin un peu touffu, malheureusement, sur ce genre de questions. J'ai consacré un chapitre à ces questions de sélection sexuelle parce que j'avais l'impression qu'il y avait là des phénomènes précurseurs de ce qu'on peut voir fonctionner dans les cultures humaines. Et j'étais très content de mon idée. Malheureusement, un de mes collègues qui est éthologue m'a dit « Oui, mais tu sais, il y a un bouquin de Julian Huxley
qui correspond à un colloque qui a eu lieu en 66 ou 5, et dans lequel déjà il développe cette idée. Bon, alors je me suis procuré le bouquin, effectivement j'ai vu que Julian Huxley et d'autres éthologues se sont réunis dans un grand colloque. Vous savez, Julian Huxley a été le premier directeur de l'UNESCO, donc il a eu les moyens d'organiser des choses comme ça, manifestations de ce genre. Et le livre s'appelle « Le comportement rituel chez l'homme et chez l'animal ». Et donc il y a toute une série de choses sur le comportement qu'on peut appeler rituel des parades nuptiales chez les animaux, et la comparaison avec des comportements culturels chez les humains. Alors ce qui me paraît intéressant de souligner dans ces parades nuptiales, quand vous avez des oiseaux, par exemple en Australie, en Nouvelle-Guinée, vous avez des oiseaux mais qui se donnent un mal de chien pour intéresser les femelles. Il leur faut des semaines et des semaines de travail pour... c'est des oiseaux qu'on appelle bower birds, les oiseaux berceaux. Ils créent un décor, ils créent une scène même. Ils aplanissent le terrain, ils réunissent des objets colorés qui renouvellent quand ce sont des fleurs qui se fanent, etc. Et ils vont donc avoir une espèce de scène pour faire un one-man show. Et donc le moment des parades étant venu, ils vont faire une espèce de danse en imitant, en chantant. Ils font leur propre chant et ils imitent les chants d'autres espèces en plus. Oui, alors vraiment, on ne peut pas faire plus. Hein, oui, ils se mettent en quatre. Et dans l'espoir qu'il y a une femelle qui va dire « Ah, ce type est vraiment formidable, il est super, je suis conquis par ce spectacle. » Voilà, bon. Voilà, vous avez aussi des oiseaux qu'on appelle des tisserins, on appelle des tisserins parce qu'ils fabriquent des nids comme on fabrique une nasse, en quelque sorte. C'est de la vannerie, hein, on peut dire. Alors, ils fabriquent ça, c'est quand même très complexe à faire. Il y a plein de nœuds, une espèce d'enveloppe comme ça, avec un trou par lequel inférieur on peut rentrer. Alors, ça va servir de nid, mais ça sert d'abord, c'est en quelque sorte comme si le mâle faisait visiter l'appartement témoin à la femelle, disant « Tu vois, c'est quand même super, on va être très bien là, j'ai construit un truc épatant. » Et la femelle regarde, oui, est-ce que ça lui plaît ou pas, voilà, si l'œuvre lui plaît, elle va s'accoupler avec l'oiseau, puis ensuite, cette construction va servir de nid pour héberger les petits. Bon, voilà, c'est quelques exemples que je vous donne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs individus, une série de femelles par exemple, qui sont les spectatrices, et qui vont s'intéresser à la même chose. Et donc, les interactions vont être médiatisées, les interactions entre les femelles elles-mêmes et entre les mâles et les femelles sont médiatisées par ces caractères sexuels secondaires ou ces créations que font ces animaux. Et donc, on a là quelque chose qui est très proche de ce que les humains font dans leur production culturelle. La différence majeure, c'est que ces animaux le font, ils sont génétiquement amenés à le faire, alors que nous, il faut apprendre. Bon, donc chez nous c'est culturel, chez ces animaux on ne peut pas dire que c'est culturel, mais sinon il y a quelque chose de très semblable. Alors,
un point que je vais reprendre tout à l'heure, c'est que le fait de s'intéresser à la même chose pour plusieurs individus, c'est un trait qui se développe d'une manière extraordinaire chez les humains. Alors là, la psychologie du développement a beaucoup mis l'accent là-dessus. On appelle ça l'attention conjointe. Et là, il y a pas mal de bouquins sur l'attention conjointe. Parce qu'un bébé, au départ, il a un contact avec sa maman, il va la regarder dans les yeux, souvent le bébé, s'il tète le sein, en même temps son regard est fixé sur le visage de sa mère, et évidemment la mère recherche le regard de l'enfant et recherche évidemment le sourire, l'apparition du sourire, le sourire mutuel, et donc on a dans les premiers mois de la vie un duo comme ça. Mais ce duo va se transformer va être médiatisé par un élément tiers. En fait, avant la fin de la première année de vie de l'enfant, l'enfant ne va plus se satisfaire de ce regard mutuel et de ce sourire mutuel. Il va falloir que la maman ou les autres adultes qui s'occupent de l'enfant fassent intervenir un objet et une séquence de jeu qui va nourrir la relation, l'interaction entre le bébé et l'adulte. Et donc on a là l'attention conjointe, deux individus qui font attention à la même chose et qui interagissent sur la base de l'attention qu'ils portent à la même chose. Et ça, c'est une capacité qui, là je viens de vous l'évoquer comme étant naissante chez le bébé, mais elle se développe chez les humains et elle prend une place absolument fondamentale. C'est vraiment une capacité qui explose dans l'humanité. Et donc vous avez un chercheur qui s'appelle Michael Tomasello qui travaille beaucoup sur jusqu'à quel point les chimpanzés sont capables de capacités cognitives comme les nôtres, et qu'est-ce qui, chez les humains, quelles capacités cognitives sont particulières aux êtres humains ou se développent plus fortement chez les humains. Et justement, la question de l'attention conjointe a retenu Tomasello a montré qu'il y a là quelque chose de très important, parce que, bien sûr, vous avez des capacités de coopération chez les chimpanzés. Par exemple, un chimpanzé qui en aide un autre pour tirer de la nourriture à l'aide d'un bâton ou d'une corde. Enfin, bon, donc il y a des capacités de coopération, mais qui restent assez limitées. Et vous n'avez pas, par exemple, de séquences de jeu ritualisées chez les chimpanzés. Vous savez, l'attention des chimpanzés est extrêmement versatile. Et leurs humeurs sont également très versatiles. Quand on les observe, on voit que les choses changent très, très rapidement. Alors que chez les enfants, on voit qu'il y a une stabilisation des interactions grâce à l'attention conjointe. Par exemple, l'enfant va suivre une histoire qu'on lui raconte, et ça va prendre un certain temps. Et donc, les capacités cognitives des humains sont très fortement liées à ce qu'apporte l'attention conjointe. Donc on a là si vous voulez, bien sûr, le langage marque un seuil et une différence puisque les chimpanzés, ils communiquent beaucoup, ils interagissent beaucoup, mais ils sont loin d'avoir un langage comparable au nôtre. Au mieux, vous avez des espèces de singes qui ont des signaux différents, par exemple 3 signaux différents pour 3 types de prédateurs différents, pour alerter leurs collègues. Vous voyez, bon, chez les singes vervets, par exemple, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors, le langage est évidemment, classiquement, on dit, ben voilà, l'homme, c'est un animal parlant.
oui, mais pour que nous parlions, pour que nous manions le langage, il faut qu'il y ait d'abord l'attention conjointe qui se mette en place. C'est une condition nécessaire pour que le langage apparaisse, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire attention à la même chose. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir d'échange de paroles, de communication entre les humains. Je vais y revenir dans un moment, mais maintenant je vais vous parler d'un autre élément important que les parades nuptiales, un élément que les biologistes ont mis en évidence, qui n'est pas un comportement d'adaptation au milieu, mais qui est un comportement d'adapter le milieu aux exigences, aux besoins de l'individu. L'inverse. L'exemple classique, c'est celui des castors. Alors, les biologistes appellent ça construction de niche. C'est la même expression en anglais, niche construction. Les castors aménagent leur environnement. Donc, ils ne font pas que s'adapter, eux, à l'environnement, ils aménagent leur environnement pour pouvoir s'y plaire, en quelque sorte. De même, les oiseaux, quand ils font des nids, ils se créent un environnement particulier, ils se créent une niche qui leur facilite l'existence. Ils ne se limitent pas à s'adapter à l'environnement. Et là, évidemment, cette construction de niche-là va, dans les sociétés humaines, là aussi, ça va exploser. D'abord, sous la forme de élémentaire de la hutte, du foyer, de la maison. Mais cette notion de construction de niche, elle se décline à toutes les échelles dans les sociétés humaines. À la plus petite échelle, vous avez par exemple la lecture. Lire, c'est dans le fond s'installer dans une niche portative, vous voyez, une niche individuelle portative. Mais bien sûr, les niches dans lesquelles nous nous installons sont des niches plus ou moins collectives. Par exemple, cette réunion ce soir, nous sommes ensemble autour d'un sujet. C'est une niche temporelle et spatiale qui est créée provisoirement et qui nous réunit. Puis alors vous avez la ville, la nation, etc. Enfin bon, vous avez toutes sortes de niches à différentes échelles. Donc voilà quelque chose que les biologistes ont un concept qui vient de la biologie, la construction de niches, et dont on voit qu'il joue un rôle dans les cultures humaines. Dernier point que les biologistes ont mis en évidence, mais qui peut faire trait d'union avec les cultures humaines, je pense à deux livres en particulier, les travaux de l'anthropologue américaine Sarah Blaffer Hardy. Alors Hardy, ça s'écrit H-R-D-Y, il n'y a pas de A, H-R-D-Y. Son livre a été traduit en français sous le titre « Comment nous sommes devenus humains ». Et ces travaux, qui sont très rigoureux, très, très, très intéressants, soulignent le fait que chez les humains, l'espace social, les relations sont d'emblée beaucoup plus larges que simplement la relation à la maman. Alors que chez les chimpanzés, les mamans chimpanzés, quand le bébé naît, il va passer plusieurs années, le bébé, en contact avec sa maman. Mais la maman, au début, elle ne laisse personne le toucher. C'est-à-dire c'est vraiment exclusif. Et le petit chimpanzé va se socialiser en fait en voyant que sa mère a différents amis, différents copains, et donc il va apprendre aussi à avoir des relations avec d'autres singes. Mais ça reste relativement limité. Alors que chez les humains, tout de suite, la maman, vous avez dû voir ça quand un bébé est né, souvent les adultes qui viennent rendre visite aux nouveaux parents, ils disent « Est-ce que je peux prendre le bébé dans mes bras ?»
Et en général, les parents disent oui. Ça, on ne verra pas ça chez les chimpanzés. C'est-à-dire que la question de la socialisation se pose d'emblée et le fait que le bébé est destiné à avoir un cercle social large, ça apparaît tout de suite. Un autre livre qui prolonge celui de Sarah Hardy, c'est celui de Bernard Chappet, qui s'appelle « Aux origines de la société humaine », d'un chercheur canadien, qui est primatologue au départ, mais qui s'est intéressé la différence entre la socialisation des chimpanzés et des humains. Et donc il va montrer comment, à partir du moment où les êtres humains se nomment et adoptent des systèmes de parenté, donc ils ont des noms pour définir les liens de parenté, ça permet une sociabilité beaucoup plus large. C'est-à-dire que donc le monde social s'élargit énormément, puisque dans les sociétés humaines, il y a des liens qui subsistent à cause des systèmes de parenté. Vous avez des liens qui subsistent même entre des groupes qui ne vivent plus ensemble. Mais on peut rendre visite à un autre groupe. Ah oui, c'est ma belle-sœur, c'est mon oncle, c'est ma cousine, etc. Donc, vous voyez, les mots permettent de créer un lien qui, chez les chimpanzés, n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de langage pour créer des systèmes de parenté. Et donc, Sarah Hardy, elle souligne le fait que ce sont également les liens intergénérationnels qui jouent un rôle plus important chez les humains, notamment du fait que la mère de la mère, vous avez 3 générations dans les sociétés humaines, les grands-parents, ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Vous avez donc, souvent c'est la grand-mère maternelle qui est en première ligne. Et vous avez toute la question de l'attachement et du développement de l'attachement chez les humains qui est liée à tout ça. Et la question de l'élargissement de l'attachement, c'est-à-dire l'attachement est fondateur, comme les premiers travaux sur le développement des bébés l'ont montré. L'attachement est fondateur de l'existence de chacun de nous. Mais cet attachement ne doit pas être exclusif. Et donc la question de la socialisation, de l'élargissement de l'attachement est une question fondamentale dans les sociétés humaines. Un enfant qui resterait collé à sa maman, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il faut qu'il puisse faire affaire avec d'autres personnes. Donc voilà, j'ai évoqué plusieurs points qui ont été mis en évidence à partir de la biologie, mais qui font un pont, qui jettent un pont avec les cultures humaines. Et je reviens à l'attention conjointe en tant que c'est une précondition pour que le langage émerge. Parce que l'attention conjointe permet de créer des réalités qui n'existent que parce que plusieurs personnes sont d'accord pour dire qu'elles existent. Alors les mots, par exemple, les mots n'ont pas une existence en eux-mêmes. Les mots n'existent que parce que les gens pensent que ces mots existent. Et donc si on est d'accord pour penser que ces mots existent, eh bien ils existent. Mais évidemment, dans la nature, ils n'existent pas. Ils n'existent que parce qu'il y a une attention conjointe. Donc il n'y a pas de langue... il n'y a pas de langue qui ne serait parlée que par une seule personne. Évidemment, une langue, c'est forcément une socialisation. Vous avez des travaux qui ont souligné à quel point les cultures humaines résultent de cette capacité de créer des réalités qui n'existent qu'à partir du moment où les gens
pensent qu'elles existent. Donc les mots de la langue, mais toutes les institutions. Toutes les institutions. Le droit, le droit existe parce que on dit, bon ben voilà, on a décrété, il y avait une ex cathedra, il y a une personne qui est autorisée ou une assemblée nationale qui peut créer une loi, etc. À partir du moment où la loi, on dit qu'elle existe, ben elle existe, mais elle n'a pas d'existence indépendante des gens de l'accord des gens pour considérer qu'elle existe. La monnaie est évidemment un exemple majeur de ce qu'on appelle des réalités autoréférentielles, c'est-à-dire, c'est le terme consacré, réalité autoréférentielle, c'est-à-dire des réalités qui existent parce qu'on croit qu'elles existent. Donc la monnaie, elle existe si on croit qu'elle existe. Mais si on cesse de croire qu'elle existe, elle n'existe plus. C'est ce qui s'est passé dans l'hyperinflation en Allemagne entre les deux guerres. Si on ne croit plus dans la monnaie, ben, elle n'existe plus. Elle ne vaut plus rien. Donc la monnaie vaut pour autant qu'on croit qu'elle vaut. Et donc évidemment aussi toutes les autres croyances qui sont le propre d'une culture. Donc vous voyez que là, on peut décrire le monde humain tout à fait autrement que comme un monde qui s'efforce uniquement de s'adapter au milieu. Vous voyez, on a un autre type de description, parce qu'on est parti non pas du rapport de chaque individu à son milieu physique, on est parti du rapport des individus les uns avec les autres. Et donc là, ça permet de toucher des faits très importants, c'est que les sociétés humaines sont exposées incomparablement plus que les sociétés animales à toutes sortes de dérives et de déboussolements. Pourquoi? Parce que si ce qui est réel et ce qui a une valeur résulte du fait qu'on croit que ça a une valeur et que ça existe, alors on peut croire n'importe quoi, du moment qu'on est d'accord. Et donc, là, ça crée un sérieux problème pour les sociétés humaines, c'est que les gens peuvent être tous d'accord pour penser une certaine chose et croire une certaine chose, et en fait, ça les mène dans le mur, parce que ils croient que c'est vrai, puisque tout le monde le pense, donc c'est vrai, et puis en fait, c'est tellement incompatible avec d'autres aspects de la réalité que, évidemment, ça les met en difficulté. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples d'idéologies auxquelles les gens adhèrent avec ferveur et qui sont catastrophiques. Et donc, un éternel problème pour les sociétés humaines, est-ce qu'il existe des points de repère auxquels on peut se fier, c'est-à-dire qui ne seraient pas générés par les hommes eux-mêmes? Parce que si nos points de repère sont générés du fait simplement qu'on s'accorde pour dire que c'est un point de repère, évidemment, ce n'est pas un point de repère. Vous voyez, à quoi ça sert une boussole? L'intérêt de la boussole, c'est que l'aiguille s'oriente indépendamment de la position du navire. Vous voyez, les gens à bord du bateau, ils peuvent s'agiter dans tous les sens. L'aiguille, elle n'est pas sensible au mouvement des membres de l'équipage, elle est sensible au pôle magnétique. Et donc, c'est un point de repère qui transcende les relations des membres de l'équipage entre eux. Et donc, c'est un tiers auquel on peut se fier. C'est un tiers auquel on peut se fier. Alors ça, c'est vraiment au cœur des sociétés humaines, ce problème-là. C'est au cœur des sociétés humaines. Parce que les êtres humains vont
vont forger des points de repère qui vont considérer comme étant fiables, mais qu'en fait, qu'ils ont eux-mêmes générés. Et donc, là, vous avez des formes religieuses de ça qui sont particulièrement manifestes, ou des sectes, ou que sais-je, où les humains se dupent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils veulent croire que leur foi est justifiée par une réalité qui leur est extérieure et qui les dépasse. Mais en réalité, c'est eux qui ont créé cette réalité. Donc elle ne les dépasse pas du tout. Et voilà. Voilà, ça c'est un problème que les sociétés humaines traînent avec elles. Et vous voyez que le récit sur l'adaptation, l'utilité, les outils, la technique, etc., ces récits-là ne permettent pas de comprendre ce problème, ne permettent même pas de le percevoir. Autre point essentiel concernant ces réalités autoréférentielles, le rôle de l'attention conjointe créée des réalités, eh bien, c'est que nous-mêmes, en tant que personnes, nous sommes des créations de cette... nous sommes des effets de cette attention conjointe, en ce sens que pour que, quand nous étions bébés, nous devenions des personnes humaines, eh bien, il a fallu que les gens autour de nous croient que nous soyons des personnes. Et c'est la croyance des adultes autour de nous. Oui, ce bébé est une personne, est en train de le devenir. C'est cette croyance qui permet effectivement que le bébé devienne une personne. Si les adultes n'ont pas cette croyance, le bébé ne devient pas une personne, parce qu'il ne peut pas le devenir tout seul. Et donc, vous voyez, d'où l'importance dans les sociétés humaines de l'attribution d'un nom. Dans toutes les sociétés, vous avez souvent, beaucoup de sociétés, vous avez une cérémonie, on donne son nom à l'enfant, on va lui donner un nom, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il a une place dans la société, que c'est une personne au même titre que les autres. Bon, et ça, vous voyez, s'il n'y a pas cette fondation à l'origine de chacun de nous, on est dans la merde. Et donc, voilà, le nouveau-né, il n'est pas une personne par lui-même, il est en attente de sa personne dans la personne des autres. Alors, ces réalités autoréférentielles, ce sont toute une série de représentations qui peuvent être des représentations de fiction, des représentations de réalité, des représentations qui circulent dans la société et qui meublent notre esprit. Par exemple, on dit, voilà, les êtres humains, ils ont la capacité de se projeter dans l'avenir et de se souvenir du passé. Oui, mais la mémoire, elle se forme d'abord dans un récit que l'adulte fait au bébé, c'est-à-dire l'emploi du temps de la journée. L'adulte dit, voilà, maintenant on va manger, c'est l'heure de manger, alors voilà, on mange, puis alors après on fait la sieste, et puis maintenant tu vas prendre ton bain. Donc il y a des étapes qui jalonnent la vie et qui sont commentées par les adultes, que l'enfant va intérioriser petit à petit, il va se repérer peu à peu dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Qu'est-ce que ça veut dire hier? Vous savez, les enfants, quand ils sont tout jeunes, ils demandent à leurs parents, oui, mais alors, hier c'est quoi? Demain, oui, parce que se repérer la semaine, etc. Bon, donc, ce sont des constructions qui sont culturelles et qui sont soutenues par les relations sociales des enfants. Et donc, le calendrier est évidemment une réalité autoréférentielle, puisque le calendrier n'existe pas en lui-même. Mais on y croit tellement qu'on
on croit tellement au calendrier qu'on finit par croire qu'il existe en lui-même. Vous vous souvenez de l'histoire du bug de l'an 2000? Comme si le nombre 2000 impliquait que l'année est quelque chose de particulier. Mais évidemment, le cosmos se fout complètement du fait qu'on lui applique le nombre 2000. Hein. Bon, donc, mais nous-mêmes, nous avons tendance à croire aux réalités autoréférentielles que nous créons nous-mêmes. Voilà. Donc, conclusion, vie sociale et vie dans la culture sont intimement liées et ce sont les aliments nécessaires de l'existence subjective et du sentiment d'exister. Alors, la socialisation et l'acculturation de chacun d'entre nous, ce sont des processus très fragiles. Des processus très fragiles. On peut être plus ou moins bien socialisé, plus ou moins bien acculturé. Et du coup, ce n'est pas étonnant que le sentiment d'exister soit lui-même très vulnérable. Nous dépendons de ce qui ne dépend pas de nous et de choses qui ne dépendent pas de nous qui sont assez aléatoires. Donc vous voyez, c'est la pensée classique dans notre tradition a tendance à supposer une espèce de substance individuelle au cœur de chacun d'entre nous, et l'image que nous devons avoir aujourd'hui, elle est très différente. C'est celle d'un mode d'existence symbiotique ou écologique, au sens où l'existence humaine se soutient dans un système de relations avec autre chose que soi. Exactement comme les plantes vivent en ayant des relations avec les nutriments du sol, l'atmosphère, l'humidité, etc. Bon, voilà, aucun vivant ne vit par lui-même. Et ben, la vie psychique de l'être humain est tributaire des contraintes de la vie, comme les plantes et les animaux, au sens où la vie psychique, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, ne dépend pas d'une substance native, mais elle se constitue dans ces symbioses qui se nouent avec le monde extérieur. Voilà. Du coup, le désir d'exister, il est constamment en travail en nous, exactement comme pour les plantes, le fait de se nourrir, de faire circuler la sève, etc., ben, c'est un travail constant. La plante, elle ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'elle le fasse constamment. Ben, chez nous, c'est pareil. Le désir d'exister, il faut qu'il se nourrisse constamment. Et alors, je vois que le temps passe, hein, alors je ne veux pas non plus vous lasser. Il va falloir penser à dîner à un moment ou à un autre, quoi. Mais je vais vous donner maintenant, je voudrais vous donner des exemples de la façon dont le désir d'exister travaille en nous pour soutenir notre sentiment d'exister, mais d'une manière, en quelque sorte, en contrebande, on pourrait dire. C'est-à-dire que nous faisons des choses en nous donnant des raisons de les faire, mais on ne les fait pas seulement pour les raisons qu'on annonce. Exemple. Reportons-nous à l'outillage lithique des plus anciens hommes, donc il y a plusieurs millions d'années. À un moment donné, on voit apparaître le biface. Le biface, vous voyez, cette forme en amande, c'est du boulot, hein. Tailler un biface, c'est du boulot, parce que vous le taillez avec une autre pierre. Vous ne taillez pas avec pas des outils en métal, hein, vous taillez avec des pierres. Bon, c'est quand même du travail. Vous voyez des humains qui, donc, prennent la peine de tailler un biface. Est-ce que c'est fonctionnellement nettement plus efficace que des pierres éclatées faites plus rapidement? Pas forcément. Pas forcément. Mais en revanche, quand vous avez fait un biface, vous
pouvez le montrer à un copain et lui dire, vous voyez, tu as vu ce que j'ai fait quand même. Vous voyez? Et donc, il y a un historien de l'outillage qui s'appelle François Sigaud, qui, dans un livre qu'il a dédié à cette question, il dit, les êtres humains, ils font pas seulement des choses, mais ils aiment réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir à faire? Ça veut dire que on va le montrer, il va y avoir des témoins, parce que ça n'a pas d'intérêt de réussir à faire un truc s'il n'y a personne pour admirer, évidemment. Vous voyez bien les enfants, quand ils, par exemple, quand vous avez amené au bord de la mer, maman, je vais plonger, regarde. Bon, oui, c'est intéressant de plonger parce que on est content de pouvoir le faire, ça fait plaisir, mais enfin, il faut qu'il y ait des gens qui regardent parce que voilà, on réussit. Eh bien, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, les humains, ils avaient déjà ce truc. Je me suis procuré des pointes de flèches en pierre qui ont été récoltées dans le Sahara. Il y en a plein au Mali, tout ça. Souvent, il suffit de se baisser pour en ramasser parce que c'était une région qui était extrêmement verte il y a quelques milliers d'années. Et donc, il y avait énormément de chasseurs, cueilleurs, donc des gens qui taillaient des pointes de flèches. Mais c'est extraordinaire de voir ça. Alors, les plus anciennes, elles sont juste taillées pour être fonctionnelles. Et puis, quelques milliers d'années après, vous voyez des pointes de flèches, mais alors là, c'est des petites merveilles. C'est des petites merveilles. Donc, les types qui ont fait ça, je dis les types, je préjuge que c'est plutôt des hommes, peut-être c'était des femmes, hein, j'en sais rien. Vous voyez la minutie pour, avec une pierre, tailler une autre pierre et réaliser un objet qui a 2-3 cm de hauteur et qui a une forme parfaite. Vous voyez. Donc, on voit qu'il y a une dimension tout à fait autre que la dimension utilitaire dans le fonctionnement des êtres humains et que les humains sont prêts à déployer une énorme énergie pour ça. Vous voyez, parce que des pointes de flèches comme ça, il y en a des milliers. Voilà, donc réussir à témoigner d'une réussite, là aussi on retrouve l'attention conjointe, c'est-à-dire je fais quelque chose, mais ça va jouer un rôle dans la relation que j'ai avec quelqu'un d'autre. Vous avez une réflexion comparable sur les mégalithes, par Alain Testard aussi, qui s'est intéressé à la préhistoire. Et alors, les mégalithes, là aussi, c'est réussir à. C'est-à-dire le type qui est capable. Là, on est au néolithique. Hein, donc, il y a l'agriculture, de l'élevage. Type qui est capable de nourrir suffisamment de personnes pendant suffisamment longtemps pour que ces personnes puissent détacher un bloc, le transporter, le dresser, etc. Donc le prestige, le pouvoir de celui qui est capable de nourrir ces gens pendant tout ce temps-là va s'attester dans les mégalithes qui seront dressés et qui vont faire nourrir son prestige. Oui. Voilà. Alors ce sentiment, on le retrouve évidemment. Il est toujours présent parmi nous. La fierté de l'ouvrier professionnel, la valorisation de l'universitaire, la tendance à croire que ce qu'il fait est très important dès lors que ça lui donne de l'importance, la complicité tacite avec les collègues, la valeur souvent autoréférentielle de ce qui les occupe, dans la mesure où ils ont intérêt à penser que c'est important. Alors est-ce que ça l'est en réalité ? Ce n'est pas toujours le cas. Mon expérience de chercheur me montre que les relations entre les chercheurs, c'est toujours justifié par la finalité de la recherche, bien entendu, mais en même temps, c'est quand même aussi une manière de faire quelque chose ensemble et puis de pouvoir socialiser avec les autres, de pouvoir montrer qu'on fait des trucs intéressants, tout ça. Donc, tout le monde a intérêt à penser, tous les membres d'un même groupe ou d'une même discipline ont intérêt à penser que ce qu'ils font est important, forcément. Et donc,
là, on retrouve le phénomène de construction de niche, c'est-à-dire que souvent ces groupes forment une bulle ensemble, une bulle qui leur procure un certain bien-être, évidemment, à l'intérieur de laquelle ils fonctionnent. Étant donné l'énorme division du travail qu'il y a dans les sociétés humaines, évidemment, vous avez comme ça plein de bulles. Et dans une même entreprise, vous avez différentes bulles, comme ça, avec des gens qui ont des compétences différentes, et puis chaque groupe se différencie, se distingue des autres, se valorise souvent aux dépens des autres, d'ailleurs. Et donc on a tout est justifié au nom de la fonctionnalité, de la finalité supposée ou même officielle de l'entreprise, si c'est une entreprise, etc. Mais en même temps, ça fonctionne à un autre niveau, c'est-à-dire ça répond ça nourrit un désir d'exister chez les employés ou les ouvriers ou les cadres. Ça entretient leur sentiment d'exister. Alors, dans le cas où le travail qui leur est demandé ne nourrit plus du tout leur sentiment d'exister, alors là, ça va très très mal. Ça va très mal. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas exister peut être extrêmement violent, comme un certain nombre d'événements vous l'ont montré. France Télécom, vous savez, les gens qui se suicident au boulot. Bon, vous voyez, pour qu'un être humain en arrive à penser qu'il vaut mieux qu'il se tue plutôt que de souffrir d'un tel manque d'existence, il faut que les choses aillent loin. Et donc, vous voyez, sous la fonction officielle, professionnelle, vous avez une autre fonction qui se joue, qui est celle de nourrir le sentiment d'exister. Vous avez un livre d'une sociologue du travail qui s'appelle Danielle Linhart, qui s'appelle, le titre lui-même déjà dit beaucoup, « Perte d'emploi, perte de soi ». Le chômeur, c'est pas seulement son travail qu'il perd, mais il perd quelque chose de son sentiment d'exister. Donc voilà quelques exemples. On pourrait en donner d'autres, je vais vous en donner quand même quelques autres. La façon dont le langage, lui aussi, joue sur ce double rôle. C'est-à-dire le langage nous permet de parler de toutes sortes de choses avec des justifications pour parler de ces choses, des arguments, etc. Et donc, vous avez une fonction, disons, informationnelle du langage, mais sous cette fonction informationnelle, vous avez une fonction existentielle, c'est-à-dire je parle donc j'existe. Je parle donc j'existe. Et vous avez des enjeux relationnels d'existence qui se jouent sous couvert de toute autre chose. Exemple. Au début de ma carrière, j'ai été enseignant, prof de philo en terminale, donc j'ai observé un peu le fonctionnement et mon propre fonctionnement autant que possible. C'est assez fréquent qu'un enseignant dise quelque chose dans l'idée qu'il va de cette manière stimuler les élèves, mais les élèves le ressentent comme une manière de les rabaisser. Alors, est-ce que les élèves ont mal compris ou est-ce que ce qu'a dit le prof a en quelque sorte un double niveau? Par exemple, le prof interroge un élève et lui pose des questions. Le prof, en fait, sait que l'élève n'est pas en mesure de répondre. Mais il laisse mijoter l'élève, il pose la question et l'élève, devant les autres dans la classe. Donc l'élève est réduit à l'impuissance. Et j'ai observé des situations de ce genre. Et c'est difficile de ne pas penser que le prof, d'une certaine manière,
il y a une certaine satisfaction à rédire à Kia ces élèves qui sont, par ailleurs, peuvent être emmerdants. Et donc le prof, il a toujours des comptes à régler aussi avec les élèves, parce que les élèves peuvent lui mener la vie dure. Et donc, assurer sa supériorité, est-ce que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est vraiment pédagogique, ou est-ce que c'est pour s'assurer une certaine prise, un certain pouvoir sur l'élève? C'est pas toujours clair. C'est pas toujours clair. Vous avez, par exemple, tous les petits Français, je pense, à un moment ou à un autre, ont entendu l'un de leurs enseignants leur dire « Vous êtes la plus mauvaise classe que j'ai jamais eue. Vous êtes la plus mauvaise classe que j'ai jamais eue. » Et le prof peut justifier cette phrase, dire bah, voilà, ça, il faut que je les stimule, hein, parce que là, il faut qu'ils travaillent quand même. Hein, on n'est pas là pour rigoler. Il faut donc leur dire ça. Bon, mais pour les élèves, ça fait quand même, c'est un peu démoralisant quand même. Vous voyez, ils ne le reçoivent pas comme une stimulation pédagogique. Ils le reçoivent comme bon bah si on aidait moins que rien. Bon. Voilà, j'ai eu l'occasion d'observer pas mal de choses de ce genre, et je pense que dans tous les métiers, on a des formes de communication comme ça à deux niveaux. Un niveau où ça se justifie, et qui est le niveau explicite, et puis au niveau implicite où ça se justifie beaucoup moins, mais où ça joue un rôle existentiel, c'est-à-dire où, en l'occurrence, pour le cas du prof, bah, il essaie de nourrir son sentiment d'exister, éventuellement aux dépens des élèves. Bon, les élèves aussi lui rendent l'appareil. Vous savez, les élèves, le plaisantin de service qui est capable de sortir une vanne, qui va mettre tous les élèves de son côté et qui va emmerder considérablement le prof. Bon, enfin, voilà, vous avez tout ce jeu. Voilà, et dans tous les métiers, vous avez ce genre de choses. Voilà, il y a plein d'exemples. Je vais pas, j'en ai prévu un certain nombre, mais je ne vais peut-être pas tous vous les énumérer, parce que, mais j'aimerais dire un mot sur la façon dont, quand quelqu'un accède à un niveau de pouvoir important, que ce soit en politique ou dans une entreprise, s'il arrive à un niveau de pouvoir tel que c'est difficile pour les membres de son entourage de lui imposer des limites, à ce moment-là, le désir d'exister, qui travaille en sous-main, comme d'habitude, comme toujours, le désir d'exister devient envahissant, parce qu'il n'est plus contenu. Il n'est plus contenu. Et ça ne rate jamais, ça. Hein. Il y a les exemples classiques. Napoléon, dans sa jeunesse, Napoléon, il avait écrit une histoire dans laquelle il disait « À quoi peut conduire la fureur de s'illustrer ?» Mais il aurait pu s'appliquer ça à lui-même quand il est devenu empereur. Napoléon, on voit bien que c'est le type qui, à la fin, les gens lui disaient « Dans la campagne de Russie, tu faudrait peut-être pas quand même... » Mais si, bon, oui, bon. Voilà, Hitler, Staline, Mao, voilà. Alors, Strauss-Kahn, dans son genre. Là aussi, il y a un moment à partir duquel, si tout vous réussit, bah, il n'y a plus de limite, on peut y aller. Et pour finir, Carlos Ghosn, le cas de Carlos Ghosn est très intéressant parce que c'est un type qui en fait est salarié. C'est pas le fondateur de l'entreprise. Mais comme il avait atteint un tel niveau de pouvoir, il ne pouvait se comparer qu'à des fondateurs de l'entreprise. Et là, évidemment, s'il se compare à Bernard Arnault, d'autres comme ça, il se dit « Oh, après tout, je ne suis pas tellement payé. Hein. » Bon. Et donc, oui, il y a un côté où le désir d'exister, quand il presse très fortement et qu'il n'est plus contenu
par les relations sociales, les gens disjonctent. Les gens disjonctent. Et donc Carlos Ghosn, il a perdu les pédales, quoi. Il ne voyait pas qu'autour de lui, tout le monde commençait à se dire, bon, celui-là, il va falloir l'arrêter parce que sinon, ça ne va plus marcher. Et donc, voilà, un beau jour, paf, ça s'arrête. Il ne comprend pas ce qui se passe. Bon, vous voyez, voilà, on a pas mal d'exemples de ce truc-là. Chez nous, personne ordinaire, heureusement, on est contenu par le fait que les relations avec les autres, on n'est pas seul maître à bord. Donc, du coup, on peut difficilement disjoncter comme ça. La nécessité d'entretenir notre existence psychique, bon, donc elle se mêle à nos activités dites rationnelles, professionnelles, fonctionnelles, etc. Et comme ce processus il s'exerce aussi chez les personnes qui nous entourent, et donc il arrive que tout le monde dérive ensemble. C'est-à-dire que sous couvert de comportement rationnel, tout le monde tient un discours du genre voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, etc. Bon. Et puis en fait, il y a une sorte de connivence, symbiose entre les désirs d'exister des uns et des autres qui font que tout le monde va dériver ensemble. C'est un phénomène qui a été décrit à propos de la surpêche sous le titre de Shifting Baseline Syndrome. Le fait qu'il y ait des repères qui dérivent, puis il y a des repères qui dérivent. Bon, dans la crise financière de 2008, on voit bien que c'est ce qui s'est passé. Chacun veut croire que ça va marcher. Et comme les autres on le croit aussi, bon, on se dit ça marche alors, donc, puisque les autres le croient aussi. Et jusqu'à un certain point, ça marche, effectivement. Bon, jusqu'au jour où l'écart entre la valorisation des produits financiers et les fondamentaux, l'écart est tel que tout s'effondre. Bon, vous voyez, on voit que le désir de croire, c'est le désir d'exister. Là, je vais gagner avec ça, voilà, je vais les entuber, voilà. Bon. Et donc, ma conclusion, c'est que la rationalité des humains, non seulement elle est limitée, parce qu'on ne peut pas tout connaître, tout mesurer l'importance de tous les facteurs, mais finalement, les finalités qui nous meuvent, enfin ce qui nous meut, c'est quand même fondamentalement le désir d'exister. À partir du moment où les besoins fondamentaux, comme celui de manger, de dormir, trouvent une réponse, mais ce désir d'exister ne peut pas s'avouer pour lui-même. Il ne peut fonctionner qu'en se médiatisant par des choses qu'on fait avec les autres. Et donc, il faut qu'on ait l'air de prendre au sérieux ce qu'on fait et de le faire pour des bonnes raisons autres que celles du désir d'exister. Voilà, donc alors surtout avec les problèmes écologiques aujourd'hui, ça serait vraiment important que les humains puissent arriver à repérer quels sont les fondamentaux de l'existence humaine pour ne pas trop s'égarer dans des conneries, si vous voulez. Bon. Parce que là, les moyens ne sont pas illimités, donc il va falloir quand même regarder à deux fois avant de continuer à se lancer dans des trucs, une espèce de frénésie, la frénésie économique qu'on voit autour de nous, qui s'est saisie du monde entier maintenant, puisqu'il n'y a plus qu'un seul monde économique. Il n'y a plus rien pour nous freiner. Hein. C'est pas comme quand il y avait le monde de l'Est, où on disait « Ah oui, non, il y a le bloc de l'Est, donc il faut pas trop qu'on déconne, parce que sinon tout le monde va voter communiste. » Donc il y avait une retenue. Mais maintenant, bon... Et donc c'est marrant que c'est au moment où
ce dynamisme, cette frénésie devient un réseau mondial. Et c'est à ce moment-là en même temps que les problèmes écologiques nous tombent dessus et qu'on se dit mais merde, il va falloir se limiter, quoi. Il va falloir se limiter. Moi, je ne vois pas comment on va y arriver, mais en tout cas, la question des finalités que les humains doivent se proposer, donc quels sont les fondamentaux de l'existence humaine auxquels il faut répondre et quels sont des trucs qui ne sont pas en fait du tout des fondamentaux, voilà, ça, je pense que c'est... Il y aura besoin de réfléchir là-dessus. Bon, et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et je vous remercie de votre attention.